Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Ravie de retrouver Bianca Bondi, que j'ai connue il y a quelques années, et de passer cette demi-heure en votre compagnie, en sa compagnie. Donc Bianca Bondi, qui est artiste, née en 1986 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Qui vit depuis quelques années maintenant à Paris et est représentée par la galerie Maure Charpentier. Une artiste sorcière, peut-être un peu, Bianca Bondi, qui cultive toutes sortes d'espaces dans lesquels elle entremêle des objets, des matériaux organiques, synthétiques, dont elle observe les évolutions, les transmutations, en les soumettant à des opérations chimiques dont elle maîtrise plus ou moins le résultat, avec un usage notamment du sel qui est très important dans son travail, on va y revenir. Et des espaces des installations, des espaces qui ne sont jamais hors sol. Et c'est cette question, sans doute, qui va nous occuper aujourd'hui, puisqu'on s'intéresse à la question de l'habitat, de l'habiter, puisque les installations donc, de Bianca sont alors parfois s'apparentent davantage au diorama dans le sens où on les regarde de l'extérieur, mais le plus souvent sont des espaces immersifs, et des espaces toujours situés en dialogue avec le site qui les accueille, autant qu'avec les habitants, humains, non humains, toutes les opérations qui s'y jouent et qui pratiquent ces lieux. Alors peut-être j'aimerais commencer en rappelant notre rencontre, donc, qui date de 2019 lors de la 15e édition de la Biennale de Lyon, qui s'intitulait « Là où les eaux se mêlent » et dont nous avions été invités avec mes camarades du Palais de Tokyo à l'époque à assurer le commissariat. Et à investir donc un tout nouveau site dans le quartier de Gerland à Lyon, une ancienne usine de 20 000 m², qui avait fermé récemment, à l'époque c'était récent, en 2015, donc quelques années seulement avant qu'on investisse les lieux, malgré plusieurs tentatives de réindustrialisation du site qui avaient finalement échoué, l'activité s'était délocalisée en Pologne. Et sur ce site, c'était aux heures les plus intenses, disons, de l'activité de ce site qui fabriquait des machines à laver, il y avait jusqu'à 500 ouvriers. Et pour imaginer, donc nous t'avons invité, Bianca, tu as décidé d'investir un espace un peu exigu de cette usine, donc immense usine, mais toi tu allais te loger dans un des recoins de l'usine, et tu as émis assez vite l'idée le désir de rencontrer certains de ces ouvriers pour qu'ils te fassent part de ce qu'ils avaient vécu dans ces lieux, de leurs souvenirs, de ce qu'il en restait. Et je voudrais qu'on commence là-dessus, sur d'où est venu ce souhait d'entendre aussi les histoires de ceux qui avaient habité les lieux. Alors, ça me paraissait comme une évidence parce que, en fait, les œuvres que je propose principalement, ce sont des installations où on est vraiment dedans, on est dans l'œuvre même. Et ça a toujours été important pour moi que la plupart des matières, des ingrédients, ils viennent du lieu même. C'est écologique, c'est économique, pour un tas de raisons, et c'est aussi l'aura de la matière qui est extraite de ce lieu. Et donc, c'était une évidence d'aller rencontrer des personnes pour avoir une première piste, le début d'une narrative, qui finalement était assez compliquée parce que cette usine qui a eu autant de personnes qui étaient, on m'a dit, c'était même une sorte de rite de passage que les jeunes passaient leurs étés à travailler là. Personne ne voulait me rencontrer. Et c'était vraiment une lutte. Et finalement, le Palais de Tokyo m'a mis en contact avec les Nuits Sonores qui, eux, avaient essayé de faire un projet similaire, faire une exposition photographique. Et en fait, ils avaient réussi
avec beaucoup de problèmes à rencontrer certaines. Donc, je parle aux gens des organisations des nuits sonores qui me disent c'est même pas la peine, c'était très dur pour nous. Il faut comprendre qu'en fait, avec cette fermeture qui a été prolongée au travers plusieurs années, avec peut-être on ferme, finalement on ferme, et en fait non, ça devient autre chose. En fait, il y a des gens qui sont morts des cancers. C'était vraiment quelque chose d'assez lourd. Et il me dit donc on parle et on partage ça. Et en fait, tout part d'une anecdote où il me dit, tu sais, nous, on a l'habitude d'investir les lieux désaffectés. Et normalement, au bout de 2 semaines, peu de temps, il y a la végétation qui commence à arriver dans ces lieux. Ce qui est très étrange, c'est qu'avec ce terrain immense des usines Fagerbrand, il n'y a rien. Au bout de 3 mois, il n'y avait toujours rien. Et là, ça m'a fait tilter. Je me suis dit, en fait, il y a vraiment, c'est même pas qu'il y a un aura pas bien, malsain, mais il y a vraiment une toxicité des lieux. Et donc, j'ai demandé un rapport des sols. Et là, on découvre qu'en fait, c'était contaminé pour des kilomètres. Et c'était assez grave. Et donc, mon travail tourne principalement autour de comment rendre visible l'invisible au travers des matières comme, pour la plupart, du sel. Le sel qui est une matière formidable, hygroscopique, qui absorbe tout et le transforme. Donc, c'était une évidence d'utiliser ma matière de prédilection et littéralement absorber ces toxiques au travers l'œuvre qui, en l'occurrence, c'était la plus belle cuisine qu'on pouvait trouver. C'était une cuisine maquette avec tout était designer, les lumières dans les placards, et justement venir absorber tout ce qui est toxique et le recracher par ces objets. Donc vraiment, voilà, faire une sorte de proposition de guérison. Alors peut-être si on s'arrête là-dessus, sur cette idée de capter comme ça les ondes négatives pour les transformer en ondes positives, comme tu disais. Du coup, on retrouve cette idée ce qui t'intéresse, qui revient d'ailleurs souvent dans ton travail, c'est de capter aussi ces fantômes, en fait, ce qui continue de hanter les lieux, voilà, ces récits qui se murmurent encore. Et du coup, peut-être, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette distinction qu'on pourrait faire entre habiter quelque part ou hanter des lieux, des espaces, et pourquoi qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce que tu... C'est très intéressant de regarder ces deux mots parce que quand je propose ces installations qui sont, depuis cette cuisine, de plus en plus avec du mobilier domestique, est-ce que je viens habiter ou est-ce qu'il y a une sorte de hantage des lieux? Et je me dis en fait, habiter, ça implique vraiment une présence physique et un continu, tandis que hanter, c'est beaucoup plus instable. C'est une présence, mais dont on ne voit pas. C'est le non physique. Et en fait, finalement, je pense qu'il faut chercher un mot qui est entre les deux, parce que il y a une présence dont on ne voit pas, mais la présence, elle est constante. Et c'est une présence de mémoire, c'est une présence qui s'accumule avec chaque personne qui visite et qui ajoute leur couche du vécu, qui projette, parce que finalement, on fait... moi, en tout cas, ça m'intéresse de faire ces œuvres. Quand je parle de cette série d'œuvres qui sont des installations qui prend les meubles domestiques, ce qui m'intéresse, c'est que c'est reconnaissable pour la génération qui est sur Terre actuellement. C'est toujours des meubles assez banals, assez communs. On les connaît de nos parents, nos grands-parents. Et donc, on projette assez facilement là-dedans. Et, ouais. Alors, cette installation à la Biennale de Lyon, c'était aussi l'une des premières fois que tu utilisais dans ton travail du mobilier domestique, donc en l'occurrence ces meubles de cuisine, mais ensuite on retrouve dans ton travail des lits, des tables, des chaises, des baignoires, et même, on va en parler évidemment pour ton projet du prix Marcel Duchamp pour l'exposition que tu as faite au Musée d'Art Moderne, une maison tout entière. Donc voilà, est-ce qu'on peut s'arrêter peut-être sur cette dimension domestique, disons, de ton travail, sur cette échelle-là, quoi? Alors c'est drôle parce que en fait c'est que dernièrement
que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas d'objets domestiques qui sont arrivés. J'ai fait plusieurs fois des chambres, une situation de table pour 2 personnes. Et donc, quand j'étais nominée pour le prix Massat Duchamp, je me suis dit, en fait, c'est drôle parce que c'était toujours une manière d'amener du vivant et une présence, mais montrer l'humain par son absence. Donc, je me suis dit, c'était peut-être temps de tout rassembler dans une seule et unique lieu, et aussi parler justement de qu'est-ce que c'est la maison aujourd'hui, parce que si on regarde le terme maison, c'est quelque chose qui est censé nous protéger, quelque chose qui est stable. Et là, on traverse un moment où, en fait, est-ce que nos maisons nous protègent? Est-ce que c'est des lieux stables? On ne sait plus. Et c'était une question hyper importante pour moi. Est-ce qu'on peut dire un mot, donc je l'ai dit en introduction, tu es né à Johannesburg, en Afrique du Sud, tu vis à Paris depuis presque 20 ans. Voilà. Est-ce que cette dimension biographique, disons, de ta vie, ce déracinement et ce réancrage aujourd'hui en France, à Paris, tu es aussi d'origine italienne, est-ce que ça nourrit d'une manière ou d'une autre ton travail et ce rapport notamment voilà, à cette échelle domestique, à cette idée de recréer des abris, des lieux dans lesquels beaucoup de choses prolifèrent, il s'y passe plein de choses, c'est pas des endroits très sécurisants nécessairement, mais en tout cas il y a une sorte comme ça d'idée de cellules ou de choses un peu protectrices peut-être. Alors je pense que c'est intéressant que je commence un travail subconscient. Mais effectivement, je pense que je cherche à faire une sorte d'ancrage temporaire parce que c'est quand même quelque chose d'arriver à un stade où tu te rends compte que maintenant que tu vis dans un pays qui n'est pas ton pays de sang, de naissance, depuis plus de temps que tes pays d'origine. Et la question s'est surtout posée là parce que je suis maman depuis pas très longtemps et cette idée de la transmission culturelle, est-ce que mon enfant il connaîtra mon pays, est-ce qu'il le connaîtra de la manière dont moi je l'ai connu et ça m'a transformée. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose que je dis pas assez, enfin je dis rarement, mais je suis arrivée en France à 19 ans sans famille, sans personne, donc c'était quelque chose j'ai en quelque sorte fui mon passé, fui cet héritage culturel que je voulais pas avoir. Et donc, peut-être je vais faire des psychoanalyses. mais parce que quand on a préparé cet échange, tu évoquais aussi ce passé que tu fuis, comme tu dis. Tu fais partie aussi de cette génération, première génération post-apartheid en Afrique du Sud. Voilà, comment est-ce que cette histoire qui semble assez lointaine aujourd'hui dans ton travail, elle n'apparaît pas de manière immédiate évidemment. Est-ce qu'il y a quand même un endroit où, et notamment dans ces opérations de pétrification que tu produis avec l'usage du sel ou de purification, puisque le sel c'est aussi ça. Enfin, est-ce qu'il y a des choses à tisser là-dedans oui, sans faire de la psychanalyse Oui, non, mais certainement, parce que pendant très longtemps, je me disais, mais c'est pas rien d'être la première génération post-apartheid. J'avais 6 ans quand on avait le droit d'être dans les écoles mixtes, et c'est pas rien. Et donc, je pense que c'est quand même important pour moi de parler indirectement de tout mon vécu. Et je pense la vie d'un artiste est longue, donc ça viendra d'une manière, peut-être c'est présent d'une manière subtile maintenant, et ça prendra l'ampleur comme moi je suis plus maturée. Je sais pas, mais je pense pour moi c'était vraiment important de montrer que, en fait, au travers
les matériaux que j'utilise, mais en forme de guérison. Et il y a aussi un travail de collective subconscience que j'essaie de tisser. C'est pas juste des œuvres que je propose, c'est des œuvres que je propose aussi à activer, ce que j'ai eu beaucoup de chance à faire aussi avec Thanks for Nothing. Alors justement, si on s'arrête là-dessus, on peut prendre cet exemple donc à l'occasion de ton exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris et de ta nomination pour le prix du Champ 2025. Donc tu as effectivement réalisé une expérience, une performance à l'invitation donc de Thanks for Nothing avec les petits frères des pauvres et la Maison des femmes, donc qui s'occupe de femmes victimes de violences conjugales. Peut-être tu nous diras un mot, s'il nous reste quelques minutes aussi, d'une autre expérience que tu as menée suite à une invitation de la Panacée à Montpellier et avec un groupe de patients. Mais peut-être, voilà, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait que tes installations, tes expositions sont aussi de plus en plus souvent maintenant l'occasion d'accueillir donc d'autres histoires, d'autres vécus, et sont aussi des lieux hospitaliers. Voilà, cette question de l'hospitalité, est-ce qu'elle est centrale dans ton travail? Et peut-être si tu peux d'abord nous décrire plus concrètement de quoi il s'agissait, ce que tu as fait, quel travail tu as mené avec ces deux associations. En fait, j'utilisais cette œuvre, dont, comme je disais, on pouvait entrer dedans, c'était toute une maison, mais des fois, les pièces de la maison, ils étaient verticales au mur, le lit était au mur, la cuisine au mur, des fois, c'était sur le plan d'habitude. Et en fait, profiter de ce cocon, cet environnement, pour mener une expérience guidée, où en fait, justement, je parle de l'acte du scrying, c'est une des formes les plus anciennes comment on dit, je cherche le mot, de voir dans le divination, voilà, de divination. Et en fait, ce scrying, ça veut dire tout simplement utiliser ton troisième œil, donc se mettre dans un état de relaxation, respiration, essayer de vraiment déconnecter et laisse venir les choses quand on est dans un état où vraiment on pense à plus rien. Donc c'est vraiment un exercice qui se développe. Donc la première fois, peut-être ça marche pas, mais avec un peu d'entraînement de plus en plus. Et essayer de voir quand on est tout un groupe ensemble à réfléchir et faire ce même exercice, est-ce qu'il y a des choses fortes qui sortent? Et je peux dire qu'à chaque fois que je l'ai mené, ça donne des frissons. Et on oublie qu'en fait, on vit dans un monde physique, mais il y a toute une... Enfin, moi, j'y crois en tout cas, et j'ai vu, on a toutes des strates d'un autre monde invisible autour de nous, et donc le monde où on est tous connectés par nos subconscients, et les choses qui sortent sont assez puissantes, assez beaux. Et je trouvais que ça faisait sens dans cette maison de travailler avec ces deux groupes de personnes, les petits frères des pauvres, et la Maison des femmes, qui justement, ce sont des femmes victimes de violences domestiques, et voir si on fait ces sessions et on essaie de prendre note de ce qu'on a vécu. Et par la suite, je les ai demandé de l'enterrer dans le sel. Le sel, bien sûr, la guérison, la cristallisation, plein de choses. Et j'allais l'arroser. J'allais arroser ces ondes négatives qu'ils voulaient dégager de leur vie, ou l'odeur, couleur, peu importe ce qu'ils ont ressenti qui est venu à eux pendant ce moment collectif. Et on n'a pas fait une session par la suite pour savoir est-ce que ça a changé quelque chose, est-ce qu'il y a eu une suite. Mais d'habitude, on fait un échange plus long terme. Donc, oui. Quelle surprise, toi, ça t'a réservé et pourquoi pourquoi tu mènes qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans ces invitations qui sont donc connexes à tes expositions, qui sont articulées avec les expositions, mais qui, aujourd'hui, se multiplient En fait, ce qui m'intéresse, c'est que je trouve que l'art, c'est un des derniers lieu qu'on a qui est totalement libre. On peut vraiment faire tout tant qu'on le justifie en tant qu'art.
Et il faut absolument se servir de ce tremplin pour réinventer le monde. L'imagination, on ne peut pas souligner à quel point c'est essentiel pour demain, pour nos avenirs, parce que si on peut imaginer quelque chose, tout est possible. Et donc, en fait, c'est une manière de repenser le monde ensemble, voir qu'il y a autre chose que le physique, que ce qu'on voit, mais vraiment un truc puissant, invisible autour de nous. Et aussi activer la pièce, que ce ne soit pas juste une œuvre qu'on apprécie son niveau formel, esthétique, mais sentir qu'en fait, c'est actif, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, quand j'ajoute toute ce salle, en l'occurrence dans cette maison, il y a à peu près 2 tonnes, donc ça passe assez vite, mais j'ai monté jusqu'aux 10 tonnes, 15 tonnes, et en fait, ça fait un vrai effet sur le corps. C'est quelque chose qui est connu dans les pays baltiques, où en fait, le corps, il est en train d'absorber métaphysiquement et physiquement tout ce qui est négatif sur nous. Donc on sort de là, peut-être les cheveux sont bouclés, mais on se sent plus en paix. Et c'est assez incroyable de pouvoir expérimenter ça et de dire que c'est de l'art. On entendait tout à l'heure Philippe Ram qui nous disait qu'on pouvait installer un tas de pierres, un tas de... Je ne sais plus ce qu'il citait pour capter aussi, soit réorienter les flux d'humidité. Finalement, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là aussi, d'une dimension climatique aussi dans ton travail. Oui, totalement. Et utiliser la puissance des matériaux qui nous entourent et des matériaux les plus humbles, la pierre, le sel... voilà, on a plein de clés sous les mains et ça ne coûte rien. Merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête sur ces mots. Merci Bianca. Merci à toi. Merci.